Hop, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Ray Michal, directeur général de EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast, un podcast particulier parce que c'est le premier podcast post-confinement. Et justement, on va revenir sur cette période si particulière que nous avons tous vécue et qui n'est pas complètement derrière nous, en nous intéressant à la réaction de la filière EdTech. Évidemment, début mars, les écoles ferment, les universités ferment, les entreprises ferment, les lieux de formation ferment, un monde bascule. Et ce qui est vrai pour chacun d'entre nous au travail est aussi vrai pour chacun d'entre nous dans notre position de formateur ou d'apprenant. Et pour interagir autour de cette question du pendant et peut-être de l'après, j'ai la chance d'avoir face à moi deux spécialistes et deux amis également. D'abord, Yannick Raffnel. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Alors, il faut dire qu'on ne se voit pas, hein, on est encore presque un peu confinés, on est chacun chez soi. Yannick, tu es depuis Rennes, c'est bien ça? Tout à fait, j'ai ce privilège, je fais partie de ces confinés privilégiés à la campagne et qui peuvent malgré tout être avec tout le monde en ligne. Vénère. Alors, Yannick, tu es CEO de Blended Learning, qui est une start-up qui, comme son nom l'indique, fait du Blended Learning, on y reviendra. Et puis également président du Learning Show et du cluster EdTech France Grand Ouest. Et puis j'ai également avec moi un certain Alexandre Lecht. Alexandre, es-tu là? Bonjour Rémi, bonjour Yannick. Alexandre, toi, tu es CEO de EduFactory et de EdTech, E-D-T-A-K-E, c'est bien ça? Exactement. Bon, et je suis très heureux de vous avoir avec moi parce que c'est un podcast aussi un peu particulier. On a trois invités en réalité. Il y a Yannick, il y a Alexandre et puis il y a aussi votre serviteur puisqu'on va parler de la réaction de la filière EdTech et ça veut dire parler aussi et surtout de cette plateforme qui a été lancée par EdTech France, solidarité.edtechfrance.fr et on a été un peu les trois cheville ouvrière en tout cas de cette plateforme, même si derrière nous, il y a à la fois le bureau de l'association, il y a plus de 260 entreprises membres qui sont pour beaucoup d'entre elles mobilisées. Mais on va revenir sur un peu les coulisses de ce qui s'est passé pendant cette période. Alors d'abord, Alexandre, toi, comment tu as vécu, comment tu as perçu ce début j'allais dire de confinement, en tout cas, ta première réaction quand tu entends que les centres de formation, les lieux d'apprentissage vont fermer, c'est quoi? Non, en fait, on s'est senti impliqué tout de suite. C'était, si je me rappelle bien, tout début mars, au tout début du confinement, Ouais. suite au discours de Muriel Pénicaud et de Bruno Le Maire. Ils nous ont visés, hein, ils nous ont demandé de nous mobiliser, les acteurs de la tech, et donc c'était juste légitime qu'on essaie de mettre tout ce qu'on peut en place pour aider le pays qui allait faire face justement à ce confinement. Donc, on parle vraiment de tout début où on nous a demandé de mobiliser, on a essayé de faire ce qu'on pouvait et c'est comme ça qu'on s'est sollicités tous les trois. Et Yannick, toi, ta réaction immédiate, toi qui est dans la formation depuis quelques années, Ah ben, j'ose pas dire combien. ma réaction, c'était simple, c'était de dire, mais waouh, il y a tous les organismes de formation qui sont concernés et beaucoup de gens sont très très loin d'être prêts. Ils vont être paumés, il faut qu'on puisse les aider. Et de l'autre côté, il y a des ressources extraordinaires dans l'archipel des entreprises EdTech en France. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que tout le monde va bouger et il faut qu'on arrive à connecter les uns avec les autres. Et il fallait que cette plateforme naisse. Alors, pour la petite histoire, on s'est appelés tous les trois vendredi matin. La veille, le président avait annoncé la fermeture des écoles et on s'est appelés, on s'est dit, tiens, il faut effectivement lancer quelque chose. Alors, pour raconter un peu à ceux qui nous écoutent comment ça s'est passé concrètement, Yannick, toi, tu as réceptionné pendant le week-end et les jours qui ont suivi les offres, et on va y revenir. Et puis, Alexandre, toi, tu as mobilisé une partie de ton équipe pour lancer véritablement cette plateforme. Alors peut-être un mot, Alexandre, sur comment est-ce qu'on lance un site concrètement pour ceux qui nous écoutent, parce que moi-même, je ne savais pas comment on faisait. En fait, il y a deux sujets sur un site. Alors, je vais parler un petit peu de technique avec des anglicismes, mais il faut gérer la base de données, ce qu'on appelle le back-end, il faut gérer le front-end. Donc, il faut être capable de créer une base de données qui va récolter toutes les offres, les réorienter vers les sites que chacun des membres a créé directement en règle générale sur son propre site internet. Et puis après, il faut faire un visuel, donc ce front-end, le site vitrine, je vais dire, sur lequel on peut répertorier les offres et que ça soit lisible. Et ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était le succès qu'on allait avoir et on ne s'est pas rendu compte dès le départ. Quand on a commencé à voir les premières offres, on était extrêmement contents et après, il
crois que c'était en moins de 10 jours. On est passé d'une dizaine, une vingtaine d'offres à plusieurs centaines, quoi. Donc, il a fallu organiser ça de manière propre, on va dire, et ça a été un gros challenge. Il y a quelqu'un de chez toi, surtout, un certain Mathieu Massé, que je salue, qui a été au front, hein. Ah bah, ça a été l'architecte, bien sûr, c'est le CPO, pour faire un autre Ouais, anglicisme, le ouais. Chief Product Officer de EdTech, qui s'est mobilisé directement avec nous et qui a mobilisé également ses équipes pour pouvoir répondre à la demande qui a été extrêmement forte dès le début. Et donc, il a fallu que les équipes prennent de leur temps, donc on mette des projets de l'entreprise de côté pour être au service de ce mouvement solidaire. Ouais, c'est vrai que tu le dis, hein, tu as mis tes projets de l'entreprise de côté. Il y a un moment donné, tu as un peu flippé, je dois dire. Tu t'es dit, ouh là là, ça prend beaucoup de temps. Et parce que quand on a lancé ce site, il a été mis en ligne, je crois, 3 jours après. Et il y avait au départ 70 offres ont été immédiatement proposées par les membres d'EdTech France. Et Yannick, toi, tu étais de l'autre côté à les réceptionner, à les trier, parce qu'il a fallu organiser un peu, non pas un moteur de recherche, mais que chacun puisse s'y retrouver et aller chercher l'offre qui lui ressemblait. Assez vite, c'est devenu un raz-de-marée. Raconte-nous un peu quel type d'offre tu as reçu. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme? Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, on était tellement content d'en avoir déjà 30, 50, et que ça s'est vite, vite emballé. Et qu'on s'est rendu compte que si on voulait que ça soit utile, il fallait que l'on aide tous ceux qui allaient se connecter au site pour qu'ils puissent trouver et identifier. Ouais, Évidemment, ce n'est pas la même chose lorsque l'on a des enfants et que l'on cherche des ressources pour pouvoir les former, en tous les cas, leur faire des maths, voire leur faire toutes ouais, sortes d'activités pour que ça soit éducatif, ou alors si c'était une plateforme qui était mise à disposition pour un organisme de formation ouais. qui, lui, cherchait à diffuser ses contenus ou à apporter un support à ses apprenants. Donc, il a fallu que l'on segmente. On a mis tout un tas de critères qui ont permis de structurer cette base de données pour pouvoir faire qu'il y ait une recherche multicritère pour que quelqu'un puisse dire bah, tiens, moi, je suis étudiant ou je suis parent, ou alors au contraire, je suis salarié collaborateur d'entreprise pour Mhm. les utilisateurs finaux, ou alors je suis organisme de formation et j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir créer des contenus et les diffuser. Donc, c'est toute cette structuration-là qui s'est faite, mais finalement, très vite, en moins d'une semaine, Ouais. le site a évolué, lui aussi, en fonction de ce raz-de-marée. Et c'est vrai que tu le dis bien, cette offre, ou ces offres plutôt, elles sont à l'image de la diversité de ce qu'est cette filière EdTech. On avait des choses pour les enfants, pour les occuper à la maison, on avait des choses pour les organismes de formation, pour garder le lien avec les apprenants, on avait des choses aussi pour les individus qui souhaitaient monter en compétences et profiter de ce temps confiné pour apprendre une nouvelle approche des soft skills, ou pour apprendre à coder. Donc une très grande richesse, une très grande diversité. L'idée, c'était d'assurer cette continuité pédagogique avec cette baseline, donc ce petit slogan qui était sur le site pour ne jamais cesser d'apprendre. Alors, Alexandre, tu es aussi chef d'entreprise, tu as même 2 entreprises, hein, EduFactory et EdTech. Raconte-nous, en tant que chef d'entreprise de cette filière, comment tu as été aussi très directement impacté par la crise sanitaire. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des marchés qui explosent? Est-ce qu'il y a des choses qui s'arrêtent? Comment tu as vécu immédiatement cette période? Ben, en fait, dès le début, c'était un peu complexe parce que je pense que pour les gens, les acteurs de la filière EdTech étaient pas impactés parce qu'on fait du digital, donc nos projets, Ouais, par définition, ils peuvent être faits à distance. Mais la réalité, c'est que nos clients sont des clients du CAC 40, des ETI, et eux sont directement impactés. Donc, les premières semaines, ça a été extrêmement stressant parce qu'on sentait ouais, la panique dans les voix des interlocuteurs qu'on avait, on sentait un manque d'organisation, et puis il n'y avait pas réellement de directive qui était donnée. Et ouais, encore aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur réellement ce qui va se passer demain. On sait tous qu'il y a un raz-de-marée, une crise économique qui va ouais, nous ouais, taper de plein de fouet. Mais alors là, au tout début du confinement, on ne savait même pas réellement, enfin, les collaborateurs qu'on avait, les interlocuteurs, n'avaient aucune visibilité sur est-ce qu'ils allaient faire une erreur professionnelle en continuant à travailler sur un projet qui était vital ou non pour la santé de leur entreprise. Donc au début, c'était
c'était un flou artistique où on essayait de rassurer, essayer de faire le maximum pour assurer une continuité dans l'activité et dans les projets des clients. Et donc ça a duré, je dirais, à peu près 2 à 3 semaines, le temps que… Tes clients, pour bien comprendre, sont des entreprises, c'est ça? Et voilà, nous, on est sur Oui, la formation professionnelle. Donc, oui, nos clients sont des entreprises ou des établissements publics. Alors, on a eu d'accord. le même constat, hein, que ce soit les établissements publics qui ont eu le support, bien évidemment, de l'État, mais il y avait le même flou artistique sur la continuité des projets qui étaient en cours. Donc, initialement, le vrai challenge a été de rassurer et d'assurer en tout cas une qualité, une continuité de service, bien que dès la deuxième semaine, je dirais, la majorité de nos clients, après avoir paniqué, ont commencé à fermer les vannes complètement et D'accord. annuler Ouais, ouais. l'intégralité des projets. Ouais, donc pas une période simple, hein, pas une période simple pour les entreprises EdTech. Enfin, comme tout le monde d'ailleurs, hein, beaucoup d'incertitudes, des choses qui s'arrêtent. C'est comme ça que tu l'as vécu. Yannick, de ton côté, vu de ta fenêtre, toi, quelle est ta perception de la façon dont la filière a été impactée, en tout cas dans les premiers temps? Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout le monde a pris au mot cette problématique que les familles, que l'État, qui se posait à tout le monde, qui était assurer la continuité pédagogique. Ouais, Donc, la réaction immédiate a été de se dire il faut que je maintienne le lien avec mes apprenants, que ce soit des élèves, que ce soit des lycéens, des étudiants ou que ce soit des collaborateurs. Donc, la réaction a été de mettre en ligne des contenus, ouais, mettre en ligne, inventer des moyens les plus simples. Et le plus simple, eh bien, on l'a tous vécu, c'est de mettre du webinar, de ouais, mettre du ouais, Zoom, de mettre de la classe virtuelle. C'est vraiment cet effet maximum de je me sers du canal, du tuyau du digital pour ouais. pouvoir transmettre du contenu. Et l'effet est massif, d'autant plus pour toutes les entreprises qui ne s'étaient pas du tout encore Ouais, préparées à ouais. faire de la formation digitale. Oui, j'avais de la formation présentielle ou un établissement avec des étudiants. Je vais mettre un prof devant son ordinateur et il va avoir ses apprenants qui seront connectés. Et c'est un grand pas, et c'est un pas dont on n'a pas encore mesuré les conséquences Ouais. à moyen terme, parce que c'est quelque chose qui a permis d'aller embarquer tout un tas de personnes qui n'étaient absolument pas du tout prêtes et pas du tout favorables à utiliser le digital pour former. Donc là, eh bien, ils se sont rendus compte que finalement, ça se faisait plutôt très facilement. Mettre Ouais. un enseignant devant son ordinateur avec sa communauté, eh bien, ça permet tout de suite d'établir quelque chose. Donc ça, Mais, c'est super positif. mais est-ce que est-ce qu'on n'est pas revenu là au e-learning il y a très 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 longtemps, là, Yannick, toi qui l'as connu? Est-ce que c'est ça le digital learning? C'est juste une Ah, caméra raconte-nous un peu. oui, c'est l'autre côté de la pièce. C'est Ouais, que d'un autre côté, eh ben, le fait d'avoir fait vivre ça à tout un tas de personnes qui n'avaient pas l'habitude aussi de se former comme ça en ligne, c'est génial au début. Repensons aux enfants, aux collégiens, aux lycéens ou aux collaborateurs qui se sont retrouvés comme ça face soit à leur smartphone ou leur ordinateur pour pouvoir suivre un cours. Au début, c'est vraiment sympa, c'est rigolo. On vit un ouais, moment exceptionnel et on a quelque chose qui est très, très séduisant. Et après, se faire des heures comme ça sur son ordinateur tout seul, avec un contenu PDF qui nous a été envoyé ou avec ouais, des vidéos qu'on a à suivre, eh bien, on décroche vite. Hein. On ouais. décroche vite. Et là, on prend finalement tout le pire côté du digital, c'est-à-dire je me retrouve tout seul, abandonné, je me retrouve Ouais. tout seul, avec plein d'envie de faire autre chose ou de faire autre chose pendant que ça se passe sur l'écran. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et on sait que l'on a perdu énormément de personnes qui Ouais. réellement ne se sont pas formées. Le pire, c'est que finalement, même des entreprises qui étaient plutôt en avance, avec plutôt des dispositifs de formation déjà bien faits, eh bien, il n'avait pas grand monde.
Parce que les apprenants, les familles, eh bien, il y avait aussi à s'occuper des enfants, il y avait aussi Ouais. à gérer l'angoisse, et que finalement, dans les études qui ont été faites, on a à peu près que 30% des collaborateurs qui devaient se former qui se sont réellement formés parce Mm. qu'ils n'avaient pas la disponibilité physique et mentale pour se former. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête pour pouvoir anticiper Ouais. les nouveaux dispositifs et les nouvelles manières d'utiliser le digital, parce qu'il va falloir réagir autrement et il va falloir penser ça autrement. Pourtant, les pouvoirs publics ont encouragé ces dispositifs de formation à la maison. Alexandre, je sais que tu as le bras long, comme on dit, hein, et tu as des contacts dans les ministères, et notamment au ministère du Travail. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces dispositifs qui ont été mis en place justement pour favoriser la formation de chacun pendant cette période? Enfin, tout le monde a entendu parler du FNE, le Fonds national pour l'éducation, qui est le dispositif qui a été mis en place pour favoriser la formation pour tous les collaborateurs qui ont été mis en chômage partiel. C'est-à-dire, D'accord. quand ils ont ce manque d'activité, pour pallier à ça, on va faire financer par les OPCA Les directement OPCO, les les formations. OPCO, les OPCO, Les malheureusement. OPCO, Ah excuse-moi. ouais, dis Les donc, ils ont OPCO, changé de ils ont nom changé. là. Ouais, ouais, une lettre qui change tout. Et, et donc, avec ce financement, on peut avoir accès à des formations. Mais donc, les formations qui ont été mises en avant sont des formations qui étaient des formations sur catalogue. Tout ce qu'on peut trouver, ce qu'on appelle formation sur étagère. Ça veut dire Oui, non. concrètement que je suis au chômage partiel, je peux avoir une formation qui est 100% financée par l'État pendant le temps du confinement. C'est ça que ça veut dire? Exactement. Avec les cotisations, avec les OPCO. Exactement. D'accord. Et je Donc, choisis ma formation dans un catalogue, comme je choisirais un vêtement dans un catalogue, c'est ça? alors, ça peut être un catalogue qui est mis à disposition sur Ouais. lequel le collaborateur va choisir la formation. En règle générale, ce sont des formations qui doivent être certifiantes ou qui nécessitent un acte de formation. Donc derrière, on a eu beaucoup en fait de formations qui ont été poussées par les dirigeants d'entreprise sur des thématiques présélectionnées plutôt Ok. que uniquement des catalogues qui étaient mis à disposition. Et c'est ce qui a été en fait un risque énorme. Et c'est là où je suis complètement en phase avec ce que disait Yannick. Et je compléterai sur le fait qu'en réalité, les dispositifs qui ont été mis en place sont des dispositifs que moi j'appelle du prêt à jeter. En fait, Mhm. aujourd'hui, pour avoir sondé pas mal de nos clients, on leur a demandé les dispositifs que vous avez mis en place ont fonctionné. Oui, partiellement. Est-ce que vous allez les garder après? Absolument pas. On va certainement en jeter une partie et recommencer. D'accord. Et c'est là où je suis complètement en phase avec ce que disait Yannick, c'est qu'on peut prendre du retard des entreprises qui sont en avance sur le digital en construisant et en devant détruire ce qu'ils ont construit pour rebâtir derrière. On a peut-être une base qui va être saine derrière, mais au final, on a quand même perdu du temps. Ouais, donc enfin, comme toute crise, il y a à la fois des opportunités, des risques, et on voit bien qu'il y a un paysage là qui est en train de se remodeler avec à la fois des entreprises qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont souffert, qui pour d'autres, je parle des entreprises de tech, hein, qui pour d'autres ont eu des opportunités, les pouvoirs publics qui soutiennent la formation à la maison, mais un paysage dont on n'est pas certain qu'il sera le bon demain, quoi, si je vous suis là. Il y a des choses à reconstruire différemment. Tout à fait. Euh, Euh, Oui, en fait, il faut que le paysage de demain représente la richesse de l'offre qui est multiple dans la formation digitale et pas uniquement une modalité. Je pense que ce qui est le plus malheureux dans ce qui a pu se passer en majorité, ce n'est pas le cas pour tous, c'est un manque de visibilité long terme, de construction long terme et de construction de stratégie du digital. Yannick le disait tout à l'heure, on n'a plus à prouver que la formation digitale fonctionne, on n'a plus à prouver aujourd'hui que le télétravail est quelque chose qui est efficace pour les entreprises. Le monde de demain, clairement, va prendre en compte ces nouvelles façons de travailler. Et donc, maintenant, le sujet, il n'est plus est-ce que le digital est utile, mais comment est-ce qu'on l'utilise intelligemment? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des modalités qui sont propres aux besoins terrain, aux besoins des apprenants mm, et pas mm. uniquement le digital avec une face caméra, un webinar et un catalogue et les gens sont perdus. Il faut un accompagnement, il faut une stratégie. Enfin, il faut une stratégie. Ouais, et Là, probablement que cette plateforme Solidarité a été une façon de mettre en avant cette richesse. Tiens, d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus parce que Yannick, tu as été, je crois, le premier à donner une interview à un grand média de la presse quotidienne régionale qui est Ouest France. Tu as parlé, si ma mémoire est bonne, d'un bac à sable, que cette période était un peu comme un formidable bac à sable. Tu peux oui, revenir sur cette image?
Oui, oui, oui. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que c'est une période d'expérimentation. Tous Ouais, ceux qui étaient éloignés du digital, pour qui il fallait vraiment prouver la nécessité d'aller investir sur de la formation en digital, se sont retrouvés de fait confrontés à l'obligation de le faire. Et ouais, rien que pour ça, ils ont testé, ils ont essayé, et tant pis, ils auront parfois aussi échoué, mais c'est ça qui va permettre d'avancer. Aujourd'hui, nous avons à, à prendre vraiment, à tirer parti de cette expérimentation pour pouvoir se dire, mais finalement, se former avec le digital, ce n'est pas simplement transmettre du contenu. Se former avec du ouais, digital, c'est autre chose. Et la question fondamentale, si on se place du côté des apprenants, c'est comment on va pouvoir accompagner à distance les ouais. apprenants. Parce Alors, que, donne-nous des exemples, parce que je sais que toi aussi, tu es un architecte, tu as construit des dispositifs de formation. Donne-nous un exemple concret eh oui, d'une entreprise, d'une entité que tu as accompagnée. C'est quoi construire un dispositif de formation en digital qui fonctionne? eh bien, c'est casser cette spirale terrible qui serait que s'auto-former, c'est-à-dire être seul sur son ordinateur ou son smartphone, et ça serait être abandonné. Ouais, Pouvoir construire un dispositif, c'est mettre en place de l'accompagnement avec d'abord constituer des groupes, parce que les personnes ne peuvent pas apprendre tout seuls, que ce soit les élèves ou dans l'entreprise. Il y a besoin de les regrouper même à distance pour qu'ils puissent produire, réfléchir, avoir le plaisir d'être ensemble pour pouvoir travailler. On a tous vécu ça, c'est nécessaire parce que ça permet de se relancer, ça permet d'avoir vraiment cette énergie qui est ouais, commune à un groupe. C'est accompagner les individus par de l'appel téléphonique ou de l'appel visio qui va permettre de donner à chacun cette conscience que l'on est important. C'est ce d'accord. lien que l'on crée, le lien de l'enseignant, le lien du formateur qui accompagne les apprenants au fur et à mesure de leur parcours. C'est pouvoir récolter les travaux qui ont été produits par les groupes et pouvoir donner du feedback. C'est vraiment nourrir ce lien social entre les participants et l'organisme de formation Ouais. ou l'enseignant. Et ça, toutes les modalités sont possibles. Là-dessus, il y a vraiment maintenant pléthore de moyens qui sont donnés par les plateformes, mais aussi bien en utilisant du WhatsApp, du Zoom, peu importe, ou simplement du téléphone. C'est au moins aussi important que de transmettre des contenus. Ouais. Et Et ça, puis il y a des outils français quand même. Tu es gentil avec le WhatsApp et tes Zoom, hein, mais il y a des outils français qui sont développés par des startups qui sont membres d'EdTech France aussi, quand même. Alexandre, toi aussi, ton métier, c'est de construire avec EduFactory notamment des dispositifs de formation. Donne-nous un exemple concret de quelque chose qui a été fait pendant cette crise, qui a été utile. Euh, est-ce que, tiens, pendant cette crise, il y a des contrats qui ont été conclus, des nouveaux, je veux dire. Alors, oui, il y a plusieurs sujets dans ta question. Il y a l'accompagnement qu'on a pu faire en mettant en place justement des missions de conseil et d'accompagnement gratuites, et j'insiste là-dessus, ça faisait partie évidemment de notre engagement sur le mouvement solidaire Oui, et oui, solidarité et Tech France. Donc, des missions d'accompagnement sur lesquelles justement on essayait de sélectionner le bon enchaînement de modalités à mettre en place pour bâtir une stratégie long terme. Donc ça, c'était primordial pour nous, c'était les accompagner sur la sélection des bons outils. Donc, ça peut être des outils de visio, ça peut être des plateformes d'hébergement, tous les outils qui sont nécessaires pour la formation, et ensuite oui, les accompagner pour que justement ils ne fassent pas du prêt à jeter et qu'ils utilisent cette période de crise et ce financement, entre autres à travers ce fameux FNE, pour faire en sorte que ce qu'ils étaient en train de bâtir, c'est une stratégie réellement long terme. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accompagner au mieux les entreprises qui avaient cette visibilité et qui n'étaient pas uniquement aveuglées par l'urgence de mettre en place des formations
pour occuper, parce que ça nous est arrivé très souvent Oui, d'entendre des clients qui nous ont demandé, j'ai besoin d'occuper mes collaborateurs là, qui se tournent un peu oui, les pouces. Et ce n'était pas forcément la bonne manière. Et puis après, évidemment, on a tout de suite pensé à créer une formation, entre autres sur les gestes barrières, et oui. sur tous les sujets qui préoccupaient les dirigeants, les managers des entreprises. Et la plateforme, parce que ça, c'est essentiellement l'activité d'EduFactory, mais il y a une autre entité que tu as lancée il y a peu de temps qui s'appelle EdTech. Raconte-nous un peu, parce Mhm. que ça, c'est intéressant. Ça, c'est particulièrement innovant. Alors, en fait, EdTech, c'est deux choses. C'est un assistant à la conception de la formation digitale. Donc, c'est un logiciel dédié pour aider les responsables de formation à créer du Ouais, contenu. Et ça se repose, entre autres, sur la première marketplace des freelances de la EdTech, freelance et agence. Donc, c'est vrai que dans le cadre d'un confinement, mais même au sens large, la mission initiale de EdTech, on a créé ça en 2019, donc ça n'a absolument rien à voir avec la crise, c'était de se dire, pour créer du contenu, il faut créer du lien avec des gens compétents et il faut faciliter l'accès aux talents, voilà, faciliter l'accès ouais. aux meilleures ressources. Et donc, c'est parti de ce postulat. Et en période de crise, on a pu réellement aider énormément des clients qu'on avait en leur donnant un outil de gestion qui leur a permis booster leur capacité de production en automatisant et en standardisant beaucoup de tâches de calcul de budget, de calcul de planning, calcul de ressources qui se fait automatiquement avec les algorithmes. Et en plus de ça, c'est vrai que les clients avaient majoritairement des collaborateurs en chômage partiel, donc des équipes qui étaient diminuées, on va dire affaiblies, mais en tout cas diminuées en nombre. Et donc, en donnant accès à des ressources partout en France et maintenant partout en Europe, ça leur a permis de continuer, d'assurer une continuité de productivité Oui. pour continuer voilà, à bâtir leur stratégie et les contenus de formation. Donc toi, bon, a priori, Alexandre, même si tu as eu un peu la trouille, comme tout le monde au départ, tu devrais surmonter cette crise. En tout cas, EduFactory EdTech devrait surmonter cette crise. Tu vois ça comment, la rentrée, là? Parce que probablement que on pourra se retrouver, mais on ne sait pas tellement encore comment. Le télétravail va certainement s'installer dans la durée, et tant mieux, parce qu'on voit bien que ça fonctionne. En tout cas, j'imagine que plusieurs jours par semaine ou par mois, les collaborateurs souhaiteront continuer avec cette modalité. Pour la formation, toi, tu es plutôt optimiste? Comment tu vois les choses pour tes entreprises? Alors, pour la période de crise, il y a eu une augmentation de l'activité, mais étant donné qu'on a décidé même sur EdTech d'offrir le logiciel, Ouais, c'était évidemment pas du chiffre d'affaires qui était généré, c'était une augmentation du volume, du volume de formation créée sur le logiciel. En ce qui concerne l'après, moi, je vais quand même me reposer sur des recherches qui ont été faites. J'aurais pas la présomption de dire que c'est mon avis qui va l'emporter. Donc, je regarde ce qui a été écrit, entre autres le rapport de Bright Eye qui était extrêmement intéressant. C'est ouais, Brightech un, est un fonds d'investissement, hein, un fonds spécialisé dans la tech. d'investissement spécialisé exactement dans la tech qui dit deux choses. Qui dit, premièrement, la grande surprise, c'est que les créateurs de contenu ont perdu de l'activité. Parce qu'en réalité, comme on le disait, tout le monde s'est précipité vers des solutions outils ou simplement des solutions de webinar. Et donc, le besoin qui était initial de créer du contenu métier, donc spécifique à l'entreprise, ou même ces missions de conseil en ingénierie pédagogique ont chuté radicalement. Et ça, Mm. c'était le premier constat. Et on espère qu'en sortie de confinement, une fois que les nouveaux euh, la nouvelle stratégie et les nouveaux budgets des entreprises seront décidés et négociés, on pourra reprendre ce côté, je dirais, relativement sain de répondre à un besoin de terrain. Donc, clairement, tout ce qui a été outil a été boosté pendant Ouais. cette période de confinement et il va continuer à l'être. Évidemment, quand tout le monde va reprendre au fur et à mesure ses fonctions, comme on le disait, le télétravail a été démontré comme une solution extrêmement positive et efficace. Donc, ça va favoriser l'utilisation d'outils à distance. Il faut séparer en réalité, je pense, dans le jour d'après, la partie accompagnement, création et la partie outils. La partie outils, c'est une évidence qu'elle va être portée à condition que les budgets des entreprises soient au rendez-vous, ce qui n'est absolument pas forcément une évidence étant donné la gravité de la crise économique. Et la partie en fait accompagnement, c'est celle sur laquelle on milite un petit peu chez Bifactory et Tech en disant on a créé une continuité pédagogique, mais de grâce, créons une pertinence pédagogique Mm. dans les modalités qui ont été choisies. Et pour ça, là, c'est un point d'interrogation énorme
sur lequel moi j'aurais tendance à être positif en me disant que les gens sont relativement conscients de ce qui se passe et vont pas suivre bêtement, je dirais, comme un peu des moutons, les solutions qui ont été mises en place Ouais. pendant la crise. Yannick, toi, tu as aussi une actualité à la rentrée, puisque je l'ai dit, tu es président du Learning Show, qui est un événement incontournable aujourd'hui de l'écosystème du digital learning et qui se passe à Rennes chaque année. Voilà, c'est un peu la grand-messe, avec des formats qui sont très différents de ceux qu'on peut connaître habituellement. C'est pas un salon, quoi. Il y a un côté, comme son nom l'indique, spectacle, show autour du learning. Ça aura lieu ou pas cette année, Yannick, à ton La avis? question s'est posée, mais oui, il aura Ouais. lieu. Il va être décalé dans le temps. Il va être le 25 novembre afin de laisser le temps à tout le monde de se faire une rentrée. Tu es en train de nous dire là que le Learning Show aura lieu le 25 novembre. C'est un scoop là qu'on est en train de donner. On n'a pas encore communiqué la date, mais oui, c'est officiel. Il aura lieu Génial. le 25 novembre. Il aura lieu de manière hybride avec des événements en ligne qui vont préparer le Learning Show parce qu'on veut pouvoir vous donner la parole à tous ceux qui avaient vécu justement cette période-là. Vous avez plein de choses à dire et donc on va se mettre vraiment en intelligence collective au préalable et aussi pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir à Rennes de pouvoir participer à ces grands forums d'intelligence collective sur ces retours d'expérience, mais il y aura évidemment des ateliers expérientiels avec ce qui fait l'ADN du Learning Show, c'est-à-dire partager avec les autres des innovations, se poser les questions autour des nouvelles stratégies des organismes de formation, des nouveaux métiers de formateurs et de toute cette diversité et cette richesse de se rencontrer les uns avec les autres en networking, en présentiel à Rennes et aussi avec cette dimension incontournable, eh bien, maintenant que l'événement se passera aussi en partie en ligne pour faire que tout le monde puisse y participer, que vous soyez à Rennes physiquement présent ou pas. Ouais, ça c'est la nouveauté. Enfin, c'est ce côté hybride, tu l'as dit, Et oui, on a tous vécu avec et on va le garder. C'est un truc qui va rester. Ouais, aussi bien dans le travail que dans la formation. C'est le blended learning, c'est ça que ça veut dire, le blended learning? et C'est le oui. nom de ta société aussi? C'est prendre le meilleur des deux mondes, toujours prendre le meilleur des deux mondes, ne pas opposer. Moi qui suis à Rennes, j'étais tout le temps à Paris, la moitié de mon temps, je prends le meilleur de la terre et le meilleur de la ville. Et bien, dans la formation, le meilleur du présentiel et le meilleur du digital. Dans l'événementiel, et bien là aussi, le meilleur de la rencontre physique euh, Ouais. en petits groupes et pourtant, sans oublier tous ceux qui sont loin et à qui on doit discuter, partager et réfléchir. Tu parlais de ces nouveaux métiers de formateur. Évidemment que la crise va détruire, la crise va aussi construire. On parle des métiers qui vont émerger. Autour de digital learning, là, tu sens que des choses vont se développer. Et oui, Ouais, de ouais, manière essentielle puisque, encore une fois, l'accompagnement, hein, je pense que ce soit Alexandre, quand il en parle, moi, tout le monde l'aura bien compris, le métier d'accompagnant, le métier de celui qui, on peut l'appeler mentor, tuteur, comme on veut, mais qui prend soin de l'apprenant pour lui permettre de mettre en application, pour s'intéresser à sa façon d'apprendre et pas simplement pour transmettre du contenu. Les contenus, ils sont présents ouais. partout. Maintenant, ça, c'est des vrais métiers qui vont se développer. D'un côté, il y a les concepteurs, les e-concepteurs de contenu, mais de l'autre côté, tous ceux qui animent au-delà du community management, ceux qui vraiment Ouais. s'intéressent à la manière d'apprendre. Ça, c'est une niche qui va vraiment exploser dès cette année et dans les années à venir sur tous les dispositifs de formation en ligne. Ouais. Donc des contenus qui existent déjà, des contenus qu'on va créer. C'est ce fameux sur-mesure dont Alexandre parle. C'est là où on va vraiment chercher des éléments de différenciation demain entre les entreprises, la qualité des Oui, contenus de formation, Alexandre.
La qualité et la pertinence en fonction d'un besoin. On Ouais, a vu trop souvent en fait des entreprises ou même nous à des rendez-vous, des clients nous dire on a vu que ça se faisait comme ça dans l'autre entreprise d'à côté. En ouais, réalité, c'est peut-être intéressant que ça fonctionne à côté, mais les problématiques sont absolument pas les mêmes pour X raisons, que ce soit la typologie des collaborateurs, des apprenants, le parc informatique, le niveau de connexion et même sur deux entreprises similaires en théorie, deux banques, deux assurances, on n'a pas du tout la même façon d'apprendre. Donc nous, ce qu'on espère, et ça commence à être mis en place, c'est que cette indépendance soit prise par les responsables formation. Et par indépendance, j'entends cette capacité de produire autrement en fonction d'un besoin de terrain, garder toujours l'humain. On en parlait juste à l'instant. Le digital n'est pas là pour remplacer le présentiel, il est là pour le compléter, l'améliorer, pour faire en sorte que ces ouais. parcours dits de blended learning soient les plus efficaces possibles. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est ça, et pour l'instant, ça prend la bonne tournure. Donne-nous un exemple là, de parcours que tu as fait sur mesure. Parce que quand on a préparé un peu cette émission, là, il y a des choses qui. J'espère que tu peux en parler, hein, parce que sinon je te prends un peu de cours, mais Je, je, qui m'ont surprise. je citerai pas forcément les clients, mais les formations qu'on fait, elles sont extrêmement diverses et c'est ce qui fait la richesse de notre activité. On peut autant former justement sur des gestes de premier secours et dans ce cas-là, le parcours va être un mix de ce qu'on appelle premièrement une classe inversée. Donc, on va commencer par créer un test de positionnement avec un apport théorique important pour l'apprenant, avec une validation, avec un certain niveau à acquérir pour pouvoir avoir accès à une formation présentielle par la suite, ce qui facilite en fait le travail du formateur, pardon, de cet accompagnant, cet accompagnateur qui va lui derrière savoir que tous les collaborateurs qui arriveront en salle ont donc le même niveau de compétence par Oui, définition ou un niveau minimum requis, ce qui donc lui facilite la tâche puisque tout le monde va pouvoir comprendre la suite de ce qu'il va proposer, favoriser les échanges bien sûr en classe et puis derrière par exemple mettre en place un dispositif qu'on appelle de micro-learning pour continuer à oui, faire des piqûres de rappel. Alors, le micro-learning, en règle générale, c'est dispensé, c'est diffusé sur les mobiles, sur tout ce qui est outils oui. nomades, et c'est ce qui permet de faire de la gymnastique de formation, donc de faire des petites capsules de Des petites formation. piqûres de rappel, voilà. Ouais. Exactement, voilà, pour faire en sorte d'augmenter l'ancrage mémoriel. C'est la courbe d'ancrage qui est extrêmement importante quand on utilise cette modalité. Donc voilà, un parcours de formation, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être sur n'importe quel type de sujet. Ça peut être des soft skills ou des formations métiers. Donc, les sujets sont divers et variés. C'est vrai qu'en ce moment, les sujets qui sont abordés sont souvent orientés autour de la sécurité, de la compliance, des gestes barrières, des gestes qui sauvent. C'est quand même, oui, ce qui est au centre des préoccupations. Ouais. Et alors, vous êtes tous les deux plutôt optimistes et j'en suis ravi. Et puis moi aussi, je le suis, pour vous dire la vérité, sur l'avenir de cette filière qui est mise en lumière aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qui pointe, qui est de se dire, mais voilà, finalement, effectivement, ça marche pas tant que ça. On fait des visios toute la journée. À la fin de la journée, on en a un peu marre. On a envie de voir les gens en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'overdose, Yannick, de se dire, ben, le numérique, non merci, vivement qu'on se retrouve parce que moi, j'en peux plus, quoi. Le risque serait de croire que l'avenir de la formation serait 100% en ligne. Ouais, Et ça, je pense que tout le monde a fait l'expérience de se dire non, non, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a hâte de se retrouver tous les uns les autres. Et pour la formation, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça va être bien de pouvoir faire qu'il y ait des temps dans lesquels on puisse aussi se croiser, se retrouver. mmh, Mais ça peut être aussi même au niveau numérique, c'est pas grave qu'il y ait des temps où ce qui est important, c'est que les gens échangent, partagent, créent du plaisir à être ensemble. C'est ça qui est essentiel. ouais. Et que, Et ça, c'est l'ADN du Learning Show, hein, parce que je me rappelle l'année dernière, on se donnait tous la main, là, des gens qui ne se connaissaient pas, en chantant des chants grégoriens. J'avoue que ça, on pouvait pas le faire à distance, hein. géorgien, Géorgien, j'ai dit quoi, hein? J'ai dit grégorien? Ouais, ouais. Ah, pardon, géorgien. Bon, t'as des surprises là, auxquelles tu as pensé? Enfin, tu vas pas pouvoir nous les dire, mais est-ce qu'il y a déjà des trucs là qui te viennent en tête là, quand on ouais, ouais, pourra ouais. vraiment se revoir? Ouais. Il va y avoir cette notion de plaisir est essentielle. Le plaisir va être là. Le plaisir à vivre des choses complètement différentes de ce que l'on vit au quotidien et qui pourtant sont des expériences apprenantes. Oui, là-dedans, il va y avoir plein de choses autour de ça. Et, euh, allez, juste un petit mot. Il va y avoir quelque chose autour du théâtre.
parce que Ah. autour de l'authenticité du théâtre, dans l'improvisation, dans ce qui se passe autour de la formation. Et voilà, j'en ai pas dit plus, mais Non, mais tu en as déjà dit beaucoup. Ça, c'est bien. Et on sera heureux d'être là à Rennes le 25 novembre. J'espère qu'Alexandre sera aussi présent. Évidemment. Alexandre, il y a combien de collaborateurs aujourd'hui chez EduFactory, chez EdTech? On est 31 chez EduFactory, on est Ouais. 7 maintenant chez EdTech. Donc, ça veut dire 38 personnes. Comment on fait là en ce moment? On est tous en télétravail ou vous vous retrouvez un peu? Alors, nous, on favorise le télétravail depuis toujours. Ouais, On a un bureau à Paris, on a un bureau à Lyon, un bureau à Bordeaux. On a des gens en Roumanie qui font de la production et de la 3D. d'accord. Donc, on travaille depuis le début en fait à distance. Donc, pour nous, ça n'a pas réellement été un changement. On se manque tous et bien évidemment, comme beaucoup de personnes l'ont fait, on fait des apéros le jeudi en visio pour garder ce contact. Mais ça manque énormément de ne pas Ouais. se voir, bien évidemment. Donc, non, aujourd'hui, ça ne changera jamais que faire des réunions de brainstorming en physique. Ça garde un différent niveau d'échange. Les outils ont beau être très performants, on ne peut pas tous parler en même temps, enfin, c'est un petit peu différent. Donc, ça a changé. En fait, je dirais, on appréciera mieux les choses simples et le plaisir d'être ensemble, les échanges qu'on pourra avoir. Je pense que ça va énormément changer en fait dans les ambiances d'entreprise. Est-ce que l'un ou l'autre, ou est-ce que vos collaborateurs, en tout cas chez EduFactory Tech, avaient profité de ce moment aussi pour vous former? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont formés à de nouvelles compétences? Ou est-ce que les Ah oui, cordonniers sont vraiment les plus mal chaussés? Raconte un peu. Alors, oui et non, je vais répondre. Oui, on s'est formé et j'ai fait en sorte que, comme le FNE était à disposition, les collaborateurs qui étaient en chômage partiel, et en très faible chômage partiel, on parle de 20% de baisse Ouais, d'activité pour 3 ou 4 collaborateurs, pardon, puissent se former sur des sujets type management, soft skills, qui étaient importants, je considère, pour l'évolution professionnelle. Et d'autres collaborateurs côté production ont pris un peu de temps pour se former, monter en compétence sur des sujets extrêmement techniques, de nouveaux logiciels qui sortaient ou de nouveaux langages qui étaient disponibles. Mais en majorité, on a tellement travaillé et on a été tellement sollicité sur les projets qui étaient en cours, qui ont repris après les premières semaines de blackout, ouais. que là, très rapidement, au bout de la 3e semaine, c'était impossible de pousser de la formation. Ouais. Yannick, toi, tu es un éternel apprenant, donc j'imagine que tu as appris plein de trucs là. alors, je vais peut-être te surprendre. Je me suis formé à quelque chose réellement pendant cette période que je mets en D'accord. œuvre tous J'ai les très peur. jours. J'ai très peur. Je me Vas-y. forme à la permaculture Ouais, et je construis un potager avec plus de 19 grands bacs dans lesquels je mets en pratique tout ce qui va me permettre de rentrer dans une logique d'autosuffisance. Voilà, j'ai compris le message. Il faut que l'on puisse aussi, lorsque l'on est dans la techno, revenir aux sources, à la terre et c'est ce qui me permet d'être aussi disponible pour pouvoir travailler et réfléchir. C'est de passer 3 heures par jour aussi dans mon jardin et à faire pousser les plantes. tu cultives ton jardin. Mais je n'avais aucune idée de ce que tu allais me dire, mais ce que tu me dis ne m'étonne pas du tout. Voilà, ça c'est Yannick. À la fois la tech et la terre. Et on apprend aux gens à se former à distance, etc. Et en même temps, on va planter des choux et des carottes. Voilà, j'adore, j'adore. Bah, écoute, j'ai hâte de venir manger une ratatouille made in Rafnel du côté de Rennes très bientôt. On va devoir se quitter, les amis, hein, parce que j'imagine que vous avez d'autres visios qui vont suivre, comme tous les jours. Le mot de la fin, je vous le laisse à l'un et l'autre. Alexandre, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur ce que sera cet après ou ce que tu souhaiterais voilà, pour cet après dans la formation ou plus généralement dans la vie? Raconte-nous un peu. Euh, C'est une alors, question ouverte. Hein, question c'est une ouverte. question ouverte, j'ai vu, ouais, c'est pas évident. Je dirais en ce qui concerne notre secteur, c'est que par la force des choses, on a été mis un peu sous les projecteurs. Donc, comme on dit en anglais, it's time to shine. En fait, c'est vraiment le moment quand même de briller Ouais, par une réponse intelligente. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, j'appelle un peu à la solidarité entre les acteurs ouais. pour essayer de parler d'une seule voix
pour pousser le numérique, la formation digitale en France. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite. Et à titre personnel, je suis relativement confiant parce que je pense que les collaborateurs dans l'entreprise se sont rendus compte de l'importance de ce qu'ils faisaient au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai vu vraiment des collaborateurs épanouis. Oui. Et je souhaite que ça continue comme ça parce que notre filière est en train d'être portée. Et c'est important que les acteurs se rendent compte de l'importance de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on peut apporter au pays. Eh ben, c'est l'heure d'écouter Scheim. Donc ça, c'est le message d'Alexandre. Merci beaucoup. Yannick, qu'est-ce que tu vas écouter toi demain et quel est ton message alors pour ceux qui nous écoutent et quels sont tes souhaits, tes rêves pour faire Mon pousser les message carottes? et ma vision, c'est on n'apprend que avec et par les autres. Et ce temps de solidarité qui s'est inscrit sur la plateforme, mais qui s'est inscrit aussi, par exemple, sur le cluster Grand Ouest, Ouais, ouais. avec l'engagement de dizaines et de dizaines de personnes qui donnent de leur temps pour produire des contenus, échanger, valoriser ce qui se fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que nous faisons là en ce moment, on partage de notre temps pour que ça puisse être utile à tout le monde. C'est vraiment ça, se former et apprendre, c'est faire fonctionner l'écosystème et c'est partager. Plus je partage mon savoir, plus je m'enrichis et plus j'enrichis les autres. C'est cette magie extraordinaire. On ne se vide pas, mais on multiplie. Et l'avenir du digital, l'avenir de la formation passe par ce partage. Et voilà pourquoi je suis très, très, très optimiste avec le mouvement Solidarité Ouais. de EdTech France, des clusters et cet écosystème qui vraiment s'est trouvé, s'est identifié et va se développer de manière extraordinaire. Je n'en doute absolument pas. Il va peut-être falloir qu'on trouve un autre terme pour parler de cluster, parce que par les temps qui courent, c'est un peu anxiogène. Je sais pas, on va dire la réunion d'entrepreneurs, enfin que c'est. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. À titre personnel, je vous remercie aussi de votre temps, de votre investissement pendant cette période, parce que vous avez encore été une fois les chevilles ouvrières de cette plateforme qui a fédéré toute la communauté EdTech, même au-delà d'EdTech France, parce qu'il y a plus de 300 entreprises qui se sont mobilisées, c'est des dizaines de milliers de connexions. Je pense qu'on a rendu service à pas mal de gens, à des familles, à des apprenants, à des entreprises, à des organismes de formation qui ont pu gratuitement profiter de ces offres, découvrir comment on pouvait aussi se former demain. Il y a des usages aussi qui se sont créés et on espère que de ces usages naîtra demain une nouvelle façon de d'écrire des parcours de formation et de nouvelles façons d'apprendre. Donc, merci au nom aussi de toute la communauté EdTech France que j'ai la chance de représenter avec cette belle association. Merci à tous les deux. C'était le premier podcast post-confinement. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que là, on a relancé la machine. Je remercie aussi Maxime Maton qui est juste là à côté de moi, à proximité. Voilà, on a un peu triché parce qu'on est à 1 mètre de distance, mais pour autant, on est ensemble pour enregistrer ce podcast. Maxime qui est le concepteur, mais au-delà d'être le concepteur, c'est un peu le papa. On est 2 papas de ce podcast et c'est grâce à lui que cette belle histoire s'est écrite et qu'elle continuera de s'écrire. Donc, merci à tous ceux, évidemment, qui nous écoutent, qui sont fidèles. Vous avez ce podcast sur toutes les plateformes. Mettez des bonnes notes, mettez des étoiles, partagez. C'est aussi une façon d'apprendre que d'écouter des podcasts. Je vous embrasse tous. À très vite.